Le professeur Picard dans la stratosphère. C'est un article de Victor Jungla paru dans le Sciences et Monde du 25 août 1932. Le professeur Auguste Piccard vient d'accomplir, comme on sait, sa seconde ascension véritablement triomphale dans la stratosphère. Parti le 18 août à 5h05 de l'aérodrome de Dubendorf, le professeur Piccard, accompagné de son assistant M. Cousins, est monté à 16 500 mètres d'altitude, battant ainsi son propre record, puis a atterri à 17h10 en Italie, à Volta de Montu, de la façon la plus régulière. Grâce à l'appareil émetteur de TSF, télégraphe sans fil, le savant a conservé une liaison constante avec la Terre, de sorte qu'à aucun moment l'inquiétude n'a plané sur le résultat de l'expédition. Toutes les mesures prévues ont été effectuées. Le lecteur trouvera dans l'article ci-dessous le détail des perfectionnements qui ont été apportés par l'éminent savant à sa technique aéronautique, à son programme scientifique et surtout la raison d'être de la courageuse expédition. Les leçons de la première expédition. Le 27 mai 1931, le professeur Piccard, accompagné de son assistant M. Kipfer, entrait dans la nacelle hermétique de son ballon stratosphérique, le FNRS, initiale du Fonds national de recherche scientifique belge qui finançait l'expédition. Du dehors, on refermait sur les deux savants le trou d'homme de la sphère d'aluminium. Le ballon colosse de 14 000 mètres cubes, c'est-à-dire 7 fois plus volumineux que les aérostats de la coupe Gordon-Bennett, oscillait sous le vent particulièrement violent qui balayait ce jour-là l'immense plaine d'Augsbourg. Il fallait se hâter. De l'intérieur de la nacelle, M. Piccard frappa le signal convenu du lâcher-tout. Les cordes de dressement qui avaient maintenu jusqu'à ce moment le ballon par traction sur son équateur, afin de le stabiliser durant son gonflement, avaient été larguées. Il ne restait plus pour maintenir l'aérostat que les cordes de départ, celles dont le lâcher assure l'essor définitif et que le ballon emporte toujours avec lui. Ces cordes sont fixées d'ordinaire à l'anneau de suspension reliant la nacelle au filet, mais le professeur Piccard les avait disposées un peu différemment en les attachant aux pattes doigts du filet de suspension bien au-dessus de l'anneau en vue d'écarter un danger capital. Il fallait éviter en effet qu'on lâche tout, ces cordes ne viennent s'embrouiller dans l'appareil externe de la nacelle. Celui-ci comprenait une hélice latérale destinée à faire tourner sur elle-même la nacelle sphérique mi-partie blanche et noire, de manière à présenter au Soleil tantôt l'hémisphère clair, non absorbante de la chaleur rayonnée, et tantôt son hémisphère foncé, dont la faculté d'absorption du rayonnement solaire devait réchauffer, le cas échéant l'intérieur du laboratoire volant, au cas où ses occupants auraient ressenti vers 15 000 mètres le grand froid régnant à cette altitude de moins 55 degrés. En saillie de la nacelle, au bout d'un long tube contenant des canalisations électriques, se trouvait encore un cylindre à deux parois constituant un condensateur chargé de capter et de mesurer les charges électriques contenues dans l'air extérieur. Juste au-dessous de la nacelle était percé un orifice serti d'un fragile anneau de cristal à travers lequel les aéronautes physiciens devaient lancer une sonde électrostatique, tube de caoutchouc long de 10 mètres dans lequel ils comptaient déverser de temps à autre un jet d'alcool, liquide incongelable, afin de réaliser un conducteur électrique entre la nacelle et le niveau atmosphérique situé 10 mètres plus bas. Ainsi comptait-il évaluer à chaque bond de l'ascension les différences du potentiel électrique affectant les diverses zones atmosphériques.
Mais pour ce faire, ainsi d'ailleurs que pour assurer la mesure méthodique du rayonnement cosmique proprement dit fait à l'intérieur, les aéronautes devaient disposer de la manœuvre de soupape du ballon afin de diriger la descente. Dans le but d'éviter une nouvelle ouverture à travers la paroi étanche de la nacelle, le professeur Picard avait donc imaginé d'accoler à la sphère d'aluminium un treuil qui, manœuvré de l'intérieur, aurait tendu et détendu à volonté la corde de soupape, et cet appareil formait une nouvelle excroissance sur la nacelle dont la propriété essentielle devait être de demeurer étanche durant toute l'ascension. Le FNRS allait battre en effet le record d'altitude, établi à cette époque par les aérostats à 10 080 mètres, Berson en 1910, et monter au-delà des 15 500 mètres, c'est-à-dire en une région, ça s'appelle la stratosphère, où ne règne aucun vent, où ne se forme aucun nuage. Au sommet de l'ascension, la pression extérieure tomberait à 7 cm de mercure, le dixième de la pression normale. La cabine étanche devait donc conserver la pression atmosphérique aux poumons des aéronautes en même temps qu'une réserve d'oxygène liquide régénérerait l'atmosphère intérieure. La durée totale du voyage ne devait pas excéder 6 heures. Telles étaient les prévisions des savants. Dès le départ, la malchance les bouleversa. Le grand vent régnant avait incité le professeur Picard à faire attacher une corde de départ supplémentaire à l'anneau de suspension dont il s'était pourtant méfié jusque-là, mais la violence du vent ne permettait pas de tergiverser. Au lâcher-tout, cette corde supplémentaire venait se prendre dans le treuil de soupape et celui-ci resta coincé durant toute l'ascension, dont la durée devenait dès lors indéterminée, livrée au gré de l'échauffement solaire et de la perméabilité de l'enveloppe. Pour comble de malheur, un léger choc inaperçu des intéressés avait fait fêler le cristal isolant de l'orifice destiné à la sonde électrostatique. Le FNRS partit comme une flèche, atteignant l'altitude de 15 500 mètres en 28 minutes. Mais bientôt le sifflement de l'air respirable de la nacelle, s'échappant à l'extérieur par la fêlure, avertit les occupants de l'extrême danger qu'ils couraient. Périr asphyxiés par le vide. Heureusement, le professeur Picard avait à sa disposition de la ouate vaselinée. La fuite fut colmatée à temps. Mais une fois parvenu à son plafond d'altitude, le ballon, privé de l'usage de sa soupape, était prisonnier de la stratosphère. On sait comment, après 17 heures des descentes lentes uniquement dues au refroidissement nocturne, le FNRS atterrit sur un glacier des Alpes sans trop de mal mais absolument au hasard. Les réserves d'oxygène avaient été juste suffisantes. Et pourtant, durant leur séjour involontaire dans la stratosphère, les deux physiciens avaient fait les mesures d'ionisation concernant l'intensité du rayonnement cosmique à ces hautes altitudes. Mesures bien insuffisantes toutefois, puisque ce qui importe en l'espèce, c'est de connaître non pas tant la valeur absolue de cette intensité que son gradient, c'est-à-dire son accroissement en fonction de l'altitude. Mais cette mesure eût exigé que le ballon pût descendre par paliers nettement tranchés. L'accident du treuil de soupape interdisait cette manœuvre. Ce bref historique des malheurs qui accompagnaient le FNRS lors de sa première ascension nous permet maintenant de comprendre les modifications que le professeur Picard, aéronaute consommé, nullement un amateur, sachons-le, a apportées au nouvel équipement de son ballon, aussi bien qu'au devis des expériences. La nacelle laboratoire simplifiée. La nouvelle nacelle entièrement refondue ne comporte plus d'hélice d'orientation. Lors de la première ascension, il a été reconnu que le froid extérieur n'avait pas d'influence sensible à l'intérieur de la sphère hermétique. Le treuil extérieur de soupape est également supprimé. Ces états de service néfastes de 1931 l'exigeaient impérieusement. La corde de soupape pénètre dans la nouvelle nacelle par un tube en U rempli de mercure. Le mercure repoussé par l'air intérieur à la pression de 760 mm monte dans la branche extérieure de l'U jusqu'à ce que soit équilibrée la différence des pressions internes et externes. À ce moment, l'étanchéité pneumatique est assurée et la corde se meut aisément à travers la masse mercurielle.
La sonde électrostatique a été rayée également du nouvel équipement en raison du danger de fuite que présentait son orifice de sortie. Cet orifice devant conserver un bon isolement électrique, on ne pouvait lui appliquer la méthode du tube en U rempli de mercure. La fonction toute secondaire de la sonde était seulement relative aux mesures électriques concernant l'air extérieur. Or, cette électrisation ou ionisation dépend en haute atmosphère autant des rayons solaires ultraviolets que des rayons cosmiques proprement dits, mais ceux-ci, ultra pénétrants, traversent seuls la paroi de la nacelle à l'intérieur de laquelle leurs effets peuvent donc se mesurer aisément. Notons enfin que le trou d'homme par lequel les aéronautes pénètrent dans la nouvelle nacelle est refermé par eux de l'intérieur et non plus comme auparavant de l'extérieur par les assistants. Porté de la sorte à sa plus simple expression dans son aspect extérieur, ce qui permet d'écarter toute préoccupation quant à l'accrochage des cordes de manœuvre, débarrassé des accumulateurs électriques primitivement destinés au moteur de l'hélice d'orientation, la nacelle devenait beaucoup plus spacieuse. Les savants y sont plus à l'aise pour utiliser des appareils de mesure établis. Par contre, tous les allègements précédents ont permis d'adjoindre à la nacelle un appareil émetteur de TSF. La suite de l'article, comment on mesure des rayons cosmiques, est très technique. On va le passer. Le but de cette expérience du professeur Picard, que l'on voit ici avant son départ pour la dernière interview, est de connaître comment les rayons cosmiques parviennent à la Terre. Donc il monte et par palier il fait des mesures des rayons cosmiques jusqu'à la stratosphère. Ainsi ils connaissent l'augmentation des rayons cosmiques au fur et à mesure qu'ils montent. C'est ce qui est expliqué dans la fin de l'article. Ici on voit les différents niveaux, ça c'est le FNRS. Ici on voit l'ancien record de Berson. Ici on voit la hauteur des avions et le Mont Blanc. Lors de son premier exploit en 1931, le journaliste de Popular Science avait écrit ceci: « À travers des hublots, les observateurs voyaient la Terre à travers une brume cuivrée puis bleutée. Cela ressemblait à un disque plat avec un bord retourné. » Voici juste un passage que Auguste Piccard avait accordé à la radio suisse romande. À peu près la surface de la France. À peu près la surface de la France. Est-ce que, à cette altitude-là, on peut voir le rayon de courbure de la Terre? Probablement qu'on le verrait si on regarde exactement avec une règle, on pourrait certainement le constater que la Terre est courbe. Mais à travers le hublot, nous n'avons pas remarqué, ça ne frappe pas. Voilà pour cet article de 1932 de Science et Monde qu'a fait Piccard dans la stratosphère. C'était son deuxième vol. Merci de votre écoute, merci de vous abonner à la chaîne. Le futur c'est maintenant, c'est Rétro Futur.